Chers téléspectateurs de Tchad Info TV, bonjour et bienvenue à ce numéro de Focus. Le Conseil national de transition a adopté le projet de constitution, projet qui fut présenté aux forces vives de la nation le 5 août dernier. Pour aborder des questions relatives à cette constitution et permettre aux Tchadiens de comprendre le fond du dit projet, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour vous et chez vous M. Senoussi Hassana, directeur de l'ENA, École nationale d'administration. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour madame. Et merci d'accepter notre invitation. Merci pour l'invitation. Quel a été l'apport, sinon le rôle qu'a joué l'ENA dans ce projet de constitution? Je ne dirais pas que l'ENA ait pu jouer un rôle direct parce que l'ENA en tant qu'institution n'était pas associée à la rédaction de l'avant-projet des constitutions. Simplement, moi en tant que citoyen, en tant que juriste et cadre de ce pays, j'ai eu la chance et l'immense privilège d'être associé parmi une vingtaine de juristes à la préparation de l'avant-projet des constitutions. En tant que citoyen, j'ai pu participer à cet avant-projet de constitution et c'est à ce titre que je parle. Bien. Alors, quels seront les enjeux et perspectives de ce nouveau projet de Les enjeux et les perspectives, il y en a beaucoup. D'abord, à la clôture du dialogue national inclusif et souverain, il fallait dessiner un Tchad nouveau, il fallait adopter une nouvelle constitution, forcément un nouveau contrat social. Les aspirations et les attentes des populations et des citoyens sont de plus en plus fortes. Et la constitution, en tant que norme supérieure, en tant que loi fondamentale, dégage quelques fondamentaux qui vont nous conduire pour les prochaines années, notamment liés à la nature de nos institutions, à la nature du régime politique, au fonctionnement de ces institutions et les droits ainsi que les devoirs des citoyens. Donc c'est pas n'importe quoi. Et les enjeux et les perspectives aussi sont ceux des citoyens. Par exemple, les citoyens doivent s'intéresser à un sujet comme celui-là parce qu'ils doivent tous, en tout cas ceux qui sont en âge de voter, participer au référendum qui sera organisé en décembre prochain. Vous l'avez dit, c'est une question d'envergure. Est-ce que les discussions qui sont menées depuis l'adoption du projet par le Conseil des ministres, puis l'Assemblée jusqu'ici, est-ce que les choses se sont faites dans les règles de l'art? Ah oui, absolument. D'ailleurs, vous avez peut-être pu suivre à la cérémonie de présentation et de lancement de la vulgarisation du projet de constitution, il y a eu 2 témoignages. Il y a eu le témoignage du président du comité ad hoc, c'est-à-dire le premier comité qui a été mis en place pour rédiger l'avant-projet. Donc l'étape 1, c'était vraiment la rédaction de l'avant-projet, en prenant en compte toutes les pertinentes résolutions et recommandations de Denis en lien et ayant une portée constitutionnelle. Le deuxième témoignage était celui du président de la commission spéciale au niveau du CNT. Et enfin, le ministre secrétaire général du gouvernement, porteur du projet, également s'est exprimé. Donc les 3 institutions, entre guillemets, qui étaient impliquées dans la préparation, ont pu, à travers leurs représentants ce jour-là, expliquer comment les choses se sont déroulées. Au niveau du comité ad hoc, les discussions ont été sincères, ont été rudes, ont été difficiles, mais la vingtaine de juristes qui étaient associés à la réflexion ont pu ébaucher un avant-projet qui a été déposé à temps. Ensuite, le Conseil des ministres, les ministres ont pu discuter longtemps sur ce projet de constitution et l'ont adopté. Après, au niveau du CNT, il y a une commission spéciale qui a été mise en place et conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les discussions ont été très intéressantes et le témoignage a été également éloquent le jour de la présentation du projet de constitution le samedi dernier. Donc jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici les règles semblent être respectées, les procédures aussi. Maintenant commence la présentation officielle qui a eu lieu et le débat autour du contenu de la constitution. Quelles sont les innovations à relever dans ce projet de constitution? D'abord, ce projet de constitution est une constitution finalement plus moderne et plus inclusive. Inclusive par le mécanisme de participation des uns et des autres, par le fait qu'elle a une base solide tirée en tirant toute sa légitimité de discussion au niveau de Denis. Deuxièmement, ce projet de constitution consacre un régime politique plus démocratique. C'est la base de la constitution de 1996, la démocratie renouvelée après le Denis. Également, le projet de constitution engage ou en tout cas suggère une justice plus indépendante. Le président du Conseil supérieur de la magistrature n'est plus le président de la République, c'est le président de la Cour suprême. De nouvelles institutions sont créées, celles qui ont disparu sont restaurées, notamment le Conseil constitutionnel par exemple, le Haut Conseil des chefs est une institution nouvelle, une agence chargée de la gestion des élections pour garantir le processus et la crédibilité des résultats. Donc la CENI n'a plus... La CENI disparaît avec le nouveau projet de constitution. Prend en place une agence qui s'appelle l'agence nationale chargée de la gestion des élections. Et c'est une résolution du Denis qu'il avait suggéré. Qui a plus de prérogatives que l'ancienne CENI? En fait, elle va apporter plus de garanties
plus de garanties dans le processus, plus de crédibilité dans les résultats. Elle va avoir un bureau comme le bureau permanent des élections, comme outil, mais l'agence, en fait, du fait qu'elle soit consacrée dans la Constitution, elle doit garantir la transparence du processus des élections et la crédibilité des scrutins. De par les outils qui seront utilisés, sinon employés, ou de par les membres, sinon les personnes qui vont constituer cette agence-là. De par ses missions, de par la composition de ses membres, de par les principes qu'elle doit suivre pour faire son travail, fonctionner, etc. etc. S'il arrive que ce projet de constitution soit adopté par voie référendaire par les Tchadiens, qu'est-ce qui rassure quant à sa mise en application quand on sait que ce projet tire ses bases dans la constitution de 1996 qui a souffert un peu d'application, sinon d'applicabilité? Oui, en fait, il n'existe pas de pays où il y a des garanties comme ça pour mettre en œuvre une constitution. C'est-à-dire ceux qui participent à la cité, c'est-à-dire ceux qui font de la politique, les institutions qui sont mises en place sont là pour contrôler. De nos jours, l'opinion publique peut aussi contrôler la mise en œuvre de la Constitution. De nos jours, les journalistes que vous êtes, donc les hommes et femmes des médias, peuvent également faire leur travail de veille par rapport à la mise en œuvre de la Constitution. Mais également des institutions existent, notamment le Conseil constitutionnel. Son rôle, c'est de veiller au contrôle de constance des lois. Bref, tous les citoyens sont invités désormais à participer à la vie politique et par leur participation peuvent contrôler, veiller à ce que la Constitution soit mise en œuvre. Maintenant, cette nouvelle Constitution, elle consacre aussi des droits nouveaux. Par exemple, le droit d'opposition démocratique. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent, dans le cadre du droit d'opposition démocratique, s'exprimer. De nouvelles libertés publiques sont consacrées. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, ces types de libertés sont de plus en plus garanties par le projet de constitution qui est soumis au référendum. Et donc, par conséquent, les citoyens peuvent, en utilisant toutes ces libertés et tous ces droits, pouvoir veiller et s'exprimer par rapport à la mise en œuvre de la Constitution. Donc le problème jusqu'ici n'a pas été les textes, mais les institutions. Les institutions, le fonctionnement des institutions, le fonctionnement efficace surtout des institutions et la veille intelligente également des citoyens. Il ne suffit pas de dénoncer pour dénoncer, il faut le faire dans les règles de l'art et il faut veiller de près à ce que ce qui est inscrit dans les textes soit respecté. Est-ce que les citoyens... C'est une première responsabilité d'abord du gouvernement, qui est celle de mettre en œuvre la Constitution dans toute sa plénitude. Mais les citoyens aussi doivent veiller. Est-ce que ces citoyens-là sont éduqués, effectivement? La question de l'éducation des citoyens. Alors, les partis politiques, d'abord l'État est censé éduquer et former. Ça, c'est une première responsabilité de l'État. La deuxième, c'est celle des organisations de la société civile, des partis politiques. Ils doivent également éduquer leurs militants. La société civile gagnerait à être plus dynamique en matière d'éducation, de sensibilisation de ceux qui adhèrent aux organisations de la société civile. Afin d'inculquer la culture démocratique. Absolument. La culture démocratique, c'est l'État, c'est les partis politiques, quelque part les organisations de la société civile aussi, mais les citoyens eux-mêmes de s'intéresser véritablement au texte. Parfois, moi, je suis un peu l'actualité dans tous les médias et j'observe qu'il y a certaines réactions qui sont ridicules. Il y a des personnes qui dénoncent des choses sans avoir eu accès au texte, sans avoir pu lire les dispositions qui sont prévues par les textes. Donc, il y a une forme d'ignorance. Quelque part, il y a l'ignorance. Quelque part, il y a une forme d'ignorance, une forme de paresse intellectuelle à s'intéresser au texte, à connaître le véritable contenu, afin de pouvoir dénoncer. Donc moi, j'invite ceux qui veulent vraiment s'intéresser à la vie de la cité, à lire, à comprendre, à demander à avoir accès au texte, même s'ils ne sont pas toujours disponibles, à s'intéresser véritablement au contenu du droit, avant de critiquer et dire des choses. Donc nous sommes bien sûr, en tout cas à mon niveau, au niveau de l'ENA, nous sommes dans cette dynamique de formation, de sensibilisation, d'éducation citoyenne et surtout d'émergence d'une nouvelle culture démocratique et d'une nouvelle culture administrative. Est-ce que le projet de constitution qui sera soumis au référendum prend en compte les aspirations du bloc fédéral? On n'en parlera jamais assez. Ces fédéralistes sont un peu écartés du processus. Les fédéralistes ne sont pas écartés du processus, madame. Ils se sentent d'abord, ils se sentent écartés peut-être. Dans tous les cas, moi j'ai pu prendre part aux assises du DENIS. Aux assises du DENIS, tous les partis politiques étaient conviés, y compris les partis politiques fédéralistes. Et il y avait des fédéralistes également dans la salle. J'ai eu la chance aussi d'appartenir au sous-comité relatif à la forme de l'État, qui a travaillé pendant des jours durant au niveau de l'ONAMA. Pendant les assises du DENIS, les fédéralistes ont pu s'exprimer. Ils ont pu dire des choses. Et à la fin, comme dans toutes les assises, comme dans toutes messes citoyennes, à un moment donné, il y a des conclusions qui tombent. Les conclusions du DENIS, notamment sur la question de la forme de l'État, renvoient à un référendum couplé,
où seront posées à la fois la question de la forme de l'État et la question de l'adoption de la Constitution. Donc, ceux qui sont chargés aujourd'hui de rédiger un avant-projet de Constitution et de proposer un projet de Constitution, qu'est-ce qu'ils doivent prendre en compte? Ils doivent prendre en compte les aspirations de tous, mais surtout de celles et ceux qui étaient présents au délice. La boussole, en fait, ce n'est pas les aspirations d'un bloc au détriment d'un autre. Les aspirations sont celles des participants ayant pris part au délice. Et conformément aux résolutions et recommandations qui reflètent les aspirations de tous les participants, le projet de constitution a été élaboré. Maintenant, et ça ne concerne que l'État unitaire. Maintenant, souvenez-vous, je l'avais rappelé à juste titre que la résolution était formulée comme suit. Doit être organisé un référendum couplé où seront posées la question à la fois de la forme de l'État et du projet de constitution sur la base de la Constitution de 1996 qui, elle, a comme ossature l'État unitaire. Maintenant, le nouveau projet qui est soumis aujourd'hui au référendum prend en compte, si aujourd'hui être fédéraliste, c'est juste demander plus d'autonomie aux collectivités, une répartition des ressources, le projet de constitution le consacre. Et justement, parmi les innovations fortes de ce projet de constitution, c'est la forte autonomie qui est désormais accordée. Mais pourquoi parler d'État unitaire fortement décentralisé au lieu juste d'aller vers le fédéralisme? Le terme fortement n'existe plus. Maintenant, encore une fois, quelle que soit la forme de l'État, le sujet n'est pas celui-là. C'est comment est-ce que nous allons améliorer notre gouvernance et la qualité de la gouvernance dans notre pays. Donc, que nous soyons dans une forme fédérale ou unitaire, la question c'est comment est-ce que nous allons nous organiser en mettant en place des instruments, des outils pour améliorer la gouvernance au Tchad. Maintenant, le référendum qui est proposé, quel que soit le contenu du projet de constitution, il y a une issue. Et le président de la République, garant de ce processus de transition, a indiqué lors de la remise officielle du projet de constitution que seule la volonté du peuple triomphera. C'est-à-dire, à la fin, si c'est lui qui est majoritaire, le projet de constitution passe avec la forme de l'État unitaire. Si c'est le non qui l'emporte, cela veut dire qu'il faut rédiger une nouvelle constitution d'ici fédérale et la fédération sera retenue comme forme de l'État nouvel au Tchad. Mais déjà, qu'est-ce qui explique la volonté de ces Tchadiens à opter pour le fédéralisme? Si vous voulez, les questions qu'ils posent sont des questions de forme. La forme de l'État, unitaire ou fédéral, il faut que l'État existe. Et il faut faire en sorte que l'État existe dans toute sa plénitude. En fait, pour eux, la forme de l'État unitaire a échoué. Non, elle a en tout cas pu connaître des difficultés. Échouer, c'est facile à dire. Parce que le Tchad, depuis 1960... Nous avons eu le président du collectif, du bloc fédéral, Baniara Uyana, qui dit que la forme de l'État unitaire a échoué. Mais nous sommes dans un débat démocratique, madame, chacun a le droit d'exprimer ses arguments. S'il pense comme ça, moi je ne pense pas exactement de la même manière. Pour avoir suivi un peu le processus de la décentralisation au Tchad, il y a eu des difficultés qui commencent à être corrigées. Ces difficultés étaient liées à la multiplication des niveaux de collectivité. Désormais, le schéma territorial est beaucoup plus simplifié, on passe de 4 niveaux à 2. Il fallait consacrer dans la Constitution les réelles attributions qui doivent être accordées de façon exclusive aux collectivités, ce qui semble être consacré par le projet de Constitution, apporter plus de garanties dans la capacité à pouvoir mobiliser les ressources au niveau local. Moi, je pense que le problème de fond, c'est un problème de la qualité de la gouvernance et de la juste répartition des ressources entre les territoires et les communautés. Effectivement, est-ce que le problème du Tchad c'est la forme de l'État? L'État, je vous l'ai dit, quelle que soit sa forme, il faut qu'il existe dans toute sa plénitude et il faut que ses attributs ainsi que le prestige de l'État demeurent et doit au contraire être amélioré. Qu'est-ce que vous entendez par exister dans sa plénitude? C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui... Est-ce que l'État actuel... Non, l'État actuel dans ses fondamentaux... Non, l'État actuel dans ses fondamentaux existe. Maintenant, vous avez des coins reculés où malheureusement nous avons le désert de l'administration qui est constaté. Nous n'avons pas toute la présence de l'État. Quand je dis l'État dans sa plénitude, c'est vraiment en termes de présence déjà physique sur l'ensemble du territoire national, lui-même à travers ses représentants et toute son autorité qui doit s'exercer. Aujourd'hui, l'autorité de l'État semble être combattue et discutée par des groupes qui menacent la paix sociale. Et forcément, si nous avons un État qui existe partout, la sécurité serait préservée, la stabilité aussi, les institutions fonctionneraient mieux, et donc le Tchad se porterait mieux. Maintenant, sur le fond, comme je vous l'ai dit, c'est comment travailler avec ce nouveau projet de constitution et veiller à ce que la répartition des ressources soit de plus en plus équitable. Ce projet de constitution, encore une fois, a un élément qui est intéressant à prendre en compte. Il est dit, parmi les prérogatives du président de la République, que dans le nouveau projet de constitution, il doit
prendre en compte dans les nominations aux hautes fonctions civiles et militaires les critères d'égalité, d'équité et surtout la prise en compte de la question de la répartition territoriale. La question de la répartition territoriale dans les nominations aux hautes fonctions civiles et militaires. Maintenant, j'invite, moi en tant que citoyen, tous les autres citoyens, à veiller à ce que ce qui est dit dans la Constitution soit désormais respecté. Mais la Constitution, c'est aussi une affaire de tous. C'est d'abord une question de gouvernants, ceux qui sont au pouvoir, du gouvernement, mais également de chaque citoyen qui doit pouvoir prendre part au fonctionnement de la vie démocratique dans notre pays. La gouvernance, c'est une question de tous. Monsieur Senoussi Hassan, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je souhaite que ce nouveau contrat social proposé par le projet de constitution soit le plus largement discuté, vulgarisé et même débattu. Nous sommes prêts, tous, chacun avec les arguments opposés parfois, à participer à un débat démocratique serein et responsable. Ce que nous voulons, c'est que là, une nouvelle ère du Tchad s'ouvre, une nouvelle page s'écrit, et notre génération doit prendre toute sa place et toute sa part dans ce débat. C'est pour l'avenir que nous parlons. Nous ne parlons plus pour le passé. Pour l'avenir, discutons du contenu, voyons les orientations qui sont suggérées dans ce projet de constitution et participons tous au débat. Et merci à vous de permettre d'avoir cet espace de débat et de discussion autour d'un projet aussi important que le projet de constitution. Je vous en prie. Merci madame. C'est ici que prend fin ce numéro de Focus, chers téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.